Salut les trekkers, j'espère que vous allez bien. Ici tout va merveilleusement bien. C'est le 136e jour de l'expédition Paris-Cap Nord. En 136 jours, il s'en est passé des choses, il s'en est passé plutôt pas mal et on va faire un point ensemble sur cette vidéo, sur ce qui s'est passé depuis la dernière, c'est-à-dire l'arrivée, le moment pour moi historique, mais c'est dans ma petite vie, mais et très émouvant aussi, le moment où j'ai atteint Cap Nord, mon rêve, et maintenant, que s'est-il passé? Et je répondrai évidemment, bien sûr, à vos questions que vous me posez sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai lors de la prochaine vidéo. Alors, on est au 136e jour de l'expédition Paris-Cap Nord. On va bientôt atteindre la barre des 5000 km, donc ça commence à faire une bonne petite balade. Et que s'est-il passé après Cap Nord? Alors, ça c'est un peu particulier parce que l'expédition Paris-Cap Nord, initialement, c'était prévu que je parte de Paris et j'atteigne Cap Nord, comme son nom l'indique, Paris-Cap Nord. Cependant, l'hiver à Cap Nord étant extrêmement violent, je voulais être sûr d'y arriver avant. J'étais un petit peu court en timing parce que je suis parti un petit peu tard de Paris en saison. Et j'ai donc pris un train pour traverser l'Allemagne et le Danemark à l'aller pour arriver plus tôt à Cap Nord. Et donc maintenant que j'ai atteint Cap Nord, eh bien, je suis en train de traverser, et c'est la dernière section de l'expédition Paris-Cap Nord, la Danemark et l'Allemagne à pied pour boucler en fait tout le parcours 100% à pied, ce qui est mon défi, ce qui est mon challenge. Alors depuis Cap Nord, que s'est-il passé? Déjà, première chose, j'ai dû retraverser la Scandinavie, mais donc pas à pied avec des moyens motorisés, mais j'avais pas idée à quel point c'était grand, putain, puisque ça fait 3000 km de long. Je suis français, quand je traverse la France, au pire c'est 1000 km, donc je prends un train ou un blablacar, c'est un peu long, mais dans la journée c'est fait. Traverser un pays de 3000 km, surtout au nord il n'y a pas de train, donc c'est des bus, alors c'était soit prendre l'avion, mais il y avait un petit problème administratif, soit prendre des bus, faire du stop. Donc j'ai commencé à traverser la Scandinavie pour retourner vers le sud en bus et en stop. Alors le stop, je suis pas un expert du stop, j'ai fait mes vraiment premières grosses expériences de stop à cette occasion. C'est très bien le stop, je remercie toutes celles et ceux qui m'ont pris en stop, j'ai passé de très bons moments. Mais ça va pas vite, hein. Quand tu fais une section de 20 km, 50, 15 km, pour traverser un patelin de 3000 km de long, faut 2 semaines quoi. Alors bon, j'ai vite repris plutôt le bus et j'ai trouvé un train de nuit qui m'a permis de traverser toute la Suède d'un coup. Donc ça a quand même allé beaucoup plus vite, c'était plus sympa. Pour le respect de mon timing de l'expédition bien sûr. Alors ensuite, oui, puis je suis passé voir des amis aussi que j'ai rencontrés sur le chemin. Et malheureusement, j'étais invité à un super événement franco-norvégien pour représenter la France. Cependant, à nouveau, avec cette question de timing, j'ai pas pu m'y rendre. Donc c'est un peu dommage, mais bon, tant pis. Ensuite, j'arrive au sud de la Scandinavie. Là, je mets pied à terre, je sors de mon train et puis je reviens. Attends, on va remonter sur la digue. Là, on est sur la digue qui borde l'Elbe. On y vient dans un petit instant, mais on va remonter là-haut parce que c'est quand même sympa de marcher sur la digue. J'aime beaucoup. Ah, il n'y a pas de chemin, ça va mouiller les pieds. Ah, de toute façon. Ouais, on va voir. Ok. Donc je mets pied à terre à Göteborg, qui est une ville du sud de la Suède. Et donc, parce que mon train à l'aller était arrivé à Göteborg, donc j'ai commencé à redescendre le sud de la Suède. En quelques jours, j'arrive pour prendre un bateau pour traverser le Kattegat, entre la Suède et le Danemark. Et j'arrive côté danois, qui est donc à Grenaa. Et là, extraordinaire, je dois traverser le Danemark. Et j'avais entendu beaucoup de mal de ce pays en disant oui, nanani, nanana, le Danemark c'est plat, c'est moche, c'est de la grande culture, il n'y a pas beaucoup de nature, donc c'est pas très très intéressant. En fait, j'ai découvert ce chemin, donc c'est le E1 que je continue de faire, l'européen numéro 1. Et le Saint-Jacques-de-Compostelle danois. Donc je suis sur mon Saint-Jacques-de-Compostelle à nouveau. On dit jamais 203, c'est la 3e fois que je fais un Saint-Jacques, mais j'irai pas jusqu'au bout. Cette année du moins, parce que j'ai d'autres projets. Et d'ailleurs, on va répondre à cette question à la fin de cette vidéo de la suite. Et où est-ce qu'on en était?
la traversée du Danemark. Belle surprise, hein. Je suis arrivé 3 jours de beau. Alors statistiquement, ça n'existe pas. Donc merci le Danemark de m'avoir offert 3 jours de beau. Et quand je demandais aux habitants, j'aime beaucoup parler aux gens dans la rue pour savoir comment c'est de vivre dans leur pays. Je leur dis, tu sais, moi j'ai débarqué il y a 3 jours, il fait beau tout le temps dans ton pays. Et les Danois rigolaient quand je leur disais ça. Et ils disent non, effectivement, le climat me l'a confirmé. Il fait pas toujours beau au Danemark. Effectivement, c'était vraiment un gros coup de chance. Et qui a terminé il y a un moment. Parce qu'il m'a quand même pas mal plu sur la gueule, mais bon. Pas méchamment, c'est de la pluie océanique, ça me rappelle un petit peu l'Écosse. Il pleut 2 minutes, il fait beau 3 minutes, il pleut 5 minutes, il fait beau un quart d'heure, il pleut une demi-heure, bon, il fait beau 10 minutes, et puis il pleut, puis il fait beau 30 fois par jour. Donc t'enlèves le poncho, tu le remets, tu l'enlèves, tu le remets, tu l'enlèves, tu le remets, etc. Part of the game. Et le nord du Danemark était vraiment spectaculaire, surtout qu'on est début septembre, et il y a encore de belles forêts, de grandes forêts sauvages et préservées dans le nord du Danemark. Au nord du Jutland, et on est en plein brame du cerf, donc j'ai entendu bramer toutes les nuits. C'est extraordinaire. La grande forêt de feuillus. Voilà, depuis le Danemark, j'ai l'impression d'être rentré à la maison. Ça commence quoi. Hein. En clair, les grandes forêts de feuillus, ça sent le hêtre, le chêne. Je me sens dans les forêts de chez moi, dans l'est de la France, Champagne-Bourgogne. Donc voilà, psychologiquement, c'est aussi un marqueur important. Ah putain, je suis presque rentré à la maison là. Hein. Très très émouvant en ce moment. Ensuite, après 10 jours de traversée du Danemark sur le centre, je suis arrivé à la frontière et j'ai traversé la frontière allemande. Donc nous sommes présentement en Allemagne. Willkommen, je crois qu'on dit, bienvenue en Allemagne les amis. Et on est sur une digue parce qu'il y a la rivière de l'Elbe pas loin et qui doit être assez capricieuse parce qu'ils ont tout digué. Donc il y a des digues partout. Voilà, c'est sympa. J'ai choisi ce moment parce qu'il y a un beau soleil, c'est pas tous les jours que ça arrive. Il me pleut sur la gueule 2 jours sur 3 depuis un certain temps. Donc quand il y a un moment de beau, c'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, psychologiquement, ce que j'ai remarqué, curieusement, c'est que plus il me pleut sur la gueule, plus j'aime le soleil et le beau. Hein. Plus il t'arrive des merdes dans la vie, plus les bons moments sont extraordinaires. Donc en fait, heureusement que les merdes sont là pour qu'on puisse jouir des bons moments, sinon on n'en comprendrait pas la valeur. Oh, merci quand même la pluie, merci les merdes. Alors voilà, maintenant traversée de l'Allemagne, sur le E9, donc le sentier européen numéro 9, celui qui fait toutes les côtes littorales atlantiques, nord et baltique. Donc je vais le longer, je vais retrouver la mer Baltique bientôt, et la longer jusqu'à la frontière avec la Hollande, là où j'ai pris mon train à Lea. Et donc ça sera mon arrivée finale. Hein. Là, je suis en train de faire mon sprint final en quelque sorte. Mais sans sprinter, quoi, à 3,8 km/h sur une digue, tranquillou. Et maintenant que j'ai papoté un petit peu pour vous raconter ce qui s'est passé depuis la dernière fois, je vais répondre à vos questions, comme à chaque fois, en commençant par Serge Alexandrov sur... Serge, tu m'as posé cette question sur le réseau social... Non, c'est sur Facebook que tu me l'as posé. Salut Serge Alexandrov, merci de ta question, c'est sympa. Et Serge, il dit, alors comment tu vas gérer, et c'est une question double, comment tu vas gérer le post-rando? Parce que moi je suis parti 28 jours marcher, et quand je suis revenu, c'était très dur. Ah ben, tu mets le doigt à un endroit très sensible, et effectivement, le post-rando, au bout de 28 jours de rando de la nature, quand tu rôdes dans la civilisation, ça te fout une grande claque dans la gueule, tu vois. Et ben, si tu pars marcher 5 mois, 150 jours, c'est 5 fois pire. C'est 5 claques dans la gueule que tu te prends en one shot. Alors j'ai prévu quelque chose effectivement, parce que la dernière fois que j'ai marché 5000 km pendant 6 mois, pendant l'expédition France-Sibéria, le retour à la civilisation a été extrêmement brutal, avec une amplitude très forte. T'arrives, t'es encore au paradis, et puis un jour, pouf, tu refous les pieds sur terre, et là c'est la grosse déprime. Là. C'est la grosse déprime. En plus du changement de rythme, tous les jours tu marches 35 km, et puis tu marches plus, puis il n'y a plus de destination, donc c'est toujours très dur un retour d'expé. Donc j'ai prévu le coup cette fois-ci, pour pas me prendre une si grosse claque dans la gueule, eh bien j'ai prévu un retour en douceur. Je vais pas faire la sauvagerie civilisation, je vais faire une transition entre mi-sauvagerie et mi-civilisation.
Je n'en dis pas plus. Et puis j'en reparlerai quand je ferai ma vidéo spécifique au retour d'XP, parce que ça fait 2 ans que je dis que je vais la faire, mais je finirai par la faire, je vous le promets. Et la deuxième question de Serge Alexandrov, c'est next, what's next? Qu'est-ce que tu vas faire après alors? Ah, ça c'est une bonne question, mais je sais pas. Et elle n'est pas encore à l'ordre du jour. J'ai évidemment plusieurs idées en tête, mais déjà je vais finir celle-ci, Serge. Je vais finir cette expédition Paris-Cap Nord, vivre tout ce que j'ai à y vivre dans l'instant présent. Donc le futur c'est bien, mais je vais le laisser au futur pour le moment. Et deuxième question de Tanuki sur YouTube. Salut Tanuki. Tanuki qui me demande, alors quels seraient tes 5 objets, tes 5 items principaux les plus importants pour faire un Paris-Cap Nord, pour marcher 5000 km par exemple? Ah, excellente question. Pardon. Les 5 objets principaux, je dirais dans un premier temps c'est mon corps. Hein. C'est lui là. Ce n'est pas un objet, c'est un terme un petit peu réducteur, mais disons que c'est un outil. Et mon corps est mon premier outil. Et je l'ai préparé. Hein. Un corps, on n'en est pas encore là. Pas encore, ça viendra, mais pas encore. Tu vas pas au supermarché pour acheter justement un corps d'Arnold Schwarzenegger ou un corps de Super Trekker, un corps de Mike Horn, un corps de Beyoncé, je sais pas. Ça n'existe pas encore. Donc le corps, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est du travail, il faut le préparer, il faut l'entraîner. Ça fait 3 ans que je prépare mon corps, et j'ai préparé ce corps, ça fait 12 ans que je fais du sport, 3 ans que je fais du trek, j'ai marché 15 000 km en 3 ans, je me suis entraîné spécifiquement, un entraînement, c'est entre 12 et 15 heures par semaine, suivant le niveau d'intensité que je fais, donc c'est assez intense, et qui me permet d'avoir un corps suffisamment fort pour ne pas me blesser pendant une expédition comme celle-ci, et faire une performance, c'est-à-dire marcher en moyenne 37 km par jour. Voilà, c'est mon cahier des charges. Pouvoir marcher 5000 km sans me blesser. Donc mon corps est mon premier outil, il est absolument extraordinaire. Il est extraordinaire, c'est sûr. Deuxième outil important, on va peut-être pouvoir remonter sur la digue, mais je ne suis pas sûr. Deuxième outil important, c'est... Alors le numéro 2, je dirais quand même, c'est le plus important, c'est le sac. C'est mon sac. Parce que dans ton sac, tu as toute ta vie. Si tu perds ton sac, tu n'as plus rien. Tu n'as plus à bouffer, tu n'as plus à dormir, tu n'as plus à boire, tu es mort. Donc mon sac, ça va quand même tremper, ça commence à tremper. Hein. Les chaussures, qui sera le troisième outil justement. Non, je vais redescendre en bas, c'était mieux. Oh, ça c'est marrant, un lit de cigogne. Deuxième outil, le sac, parce qu'il transporte toute ta vie. Donc ton sac, il faut que tu le maîtrises, il faut que tu fasses corps avec lui, il faut que tu maîtrises son centre de gravité, il faut que tu en maîtrises les réglages, les sangles, les subtilités pour être bien avec lui. Parce que quand tu marches 5000 km, disons 35 km par jour, 35 km c'est long, mais 35 km avec un sac de 15 à 20 kg sur le dos, c'est très long. Et surtout si tu n'aimes pas ton sac, tu vois. Donc ton sac c'est absolument essentiel. Alors tu me demandes les items, Tanuki, et je bifurque déjà un petit peu sur la maîtrise des objets. C'est peut-être mon petit côté coach en trek, je sais pas, mais la maîtrise de ton matos, c'est au moins aussi important que le matos lui-même. Troisième point important, c'est quand même les chaussures. Voilà. Les chaussures. Alors initialement j'ai fait confiance aux Renegades de chez Lowa qui sont extraordinaires, la Rolls-Royce, un 4x4. Ça passe partout, on a un bon Gore-Tex cuir, on a une semelle Vibram, on a une bonne accroche avec les crampons. Ma paire de Renegade est évidemment morte au bout de 1000 km, ce qui est normal. Et donc je marche en ce moment avec des La Sportiva. Une qualité un peu inférieure, mais ça passe. Et alors, La Sportiva c'est une très bonne marque. Le problème étant que j'ai les pieds larges, les Renegades me vont parfaitement bien. J'ai un petit peu plus de difficulté à chausser de la Salomon ou de la Sportiva, qui est prévue pour un pied un petit peu plus fin. Quatrième item, la tente. Tu marches toute la journée. Tu marches toute la journée sur la pluie, il fait froid, il y a du vent, c'est la merde, t'as faim, t'es fatigué, putain, quand est-ce qu'on va planter la tente pour se reposer, quoi. Déjà quand les journées sont dures, si les nuits sont dures, là c'est la fin, c'est pas bon pour le moral. Donc la tente, tu plantes ta tente, t'es 8, 10, 12 heures dans ta tente, au sec et au chaud. Donc il faut avoir une tente en qui tu as confiance. Quand tu traverses la Scandinavie,
dans les bourrasques de vent, même les tempêtes que j'ai pu essuyer, une mauvaise tente, elle s'arrache. J'ai rencontré des randonneurs qui ont perdu leur tente. Ils n'étaient pas très heureux dans leur vie à ce moment-là, hein. Ils avaient un doute. Donc la tente, c'est ultra important. Et cinquième et dernier outil, c'est mon couteau que j'ai toujours avec moi. Parce que c'est lui qui coupe, c'est ma cuillère à couscous, c'est lui qui coupe le fromage et le saucisson. Au début, quand je suis encore civilisé et que je le mange en le coupant, après je le bouffe à pleines dents, mais au début c'est important. Et c'est lui qui ouvre les emballages, c'est lui qui me rassure quand je traverse des pays peuplés d'ours, par exemple. Donc mon couteau, cinquième outil. Et dernière question de Jeanne. Alors Jeanne qui me l'a posté sur Instagram, l'Instagram Le Banquier Randonneur, qui me dit alors comment tu gères David l'eau et le manger. Et est-ce que tu pêches? Bonne question. Alors l'eau et le manger c'est marrant, c'est très important. Et en fonction de si tu es dans la nature ou dans la civilisation, c'est l'opposé. C'est-à-dire que dans la nature, la potabilité des rivières, dans la montagne surtout, il y a des rivières partout, l'eau est potable parce qu'elle n'est pas polluée, donc l'eau n'est pas un problème. Par contre la bouffe, si. Plus grande distance entre deux points de ravitaillement sur la traversée de la Scandinavie, 220 km. Donc il faut porter de quoi bouffer 220 km. C'est un petit peu lourd. A l'inverse, dans la civilisation, comme ici en Allemagne, hein, on vient d'arriver en Basse-Saxe, je vais rencontrer à la vitesse de marche que je fais un marathon par jour, voire un petit peu plus en ce moment, parce que c'est un beau terrain, c'est plat, etc. Donc il y a des supermarchés tous les 1 ou 2 jours, donc la bouffe n'est absolument pas un problème. Il y en a partout, par contre l'eau un petit peu plus. Les rivières sont polluées par l'activité humaine industrielle, donc il faut que je porte plus lourd en eau. Bon, l'un dans l'autre, c'est quand même plus léger la bouffe et l'eau en civilisation que dans la nature. Et j'ai pêché, Jeanne, j'ai pêché une fois. C'était vraiment extraordinaire d'ailleurs, j'ai posté la vidéo de ma première truite sur Instagram tellement j'étais heureux de partager un moment avec elle. Elle, je ne sais pas si elle était heureuse de finir dans mon ventre, mais moi j'étais très content. Et j'ai pêché une fois, juste pour rigoler, avec un vieux pêcheur. Mais la prochaine fois que je reviens en Scandinavie, traverser la Scandinavie, oui, je prendrai ma ligne. Il y a de la truite partout, il y a du saumon partout. C'est trop bon quoi. Et manger sa propre sa propre truite au feu de bois a été un moment vraiment inoubliable de cette expédition. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu l'as appréciée, je t'invite à la liker, à t'abonner sur tes réseaux sociaux préférés. Tu peux me retrouver sur Facebook, YouTube, Instagram, comme tu préfères. Je suis sur ces 3 réseaux sociaux. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On sera peut-être très près de la ligne d'arrivée, hein, c'est possible. Je te cache pas que la prochaine vidéo, est-ce qu'on sera encore en Allemagne ou est-ce qu'on sera sur la ligne d'arrivée? C'est ce qu'on verra. Surprise, surprise. À la prochaine. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Salut l'ami.